Salut Benoît, tu es CEO chez Dataterae, une start-up qui propose une solution de gouvernance des données pour les entreprises. En ce moment, vous travaillez sur les cyanobactéries et leur propagation. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? À partir de données satellitaires, potentiellement, on est capable de voir en fait la propagation de la cyanobactérie sur une surface aquatique. L'idée, c'est de voir un petit peu, voilà, à partir de données satellitaires, ce qu'on peut arriver à faire, voir si on est capable d'évaluer la propagation de la cyano, voir si on est même capable de l'anticiper en disant, bah voilà, ça c'est la signature d'une invasion de cyanobactéries. On pourrait très bien imaginer de le limiter à cette région-là, tu vois, en mettant des barrages flottants ou des choses comme ça pour protéger finalement la zone d'eau, quoi. Comment ça fonctionne en fait, ces données satellites? C'est une vision infrarouge? C'est exactement ça, c'est un satellite en fait qui est multispectral. Donc c'est une caméra comme un smartphone ou n'importe quoi en fait, mais sauf que ça va pas travailler que dans la lumière visible. Tu vas avoir plein de longueurs d'onde de longueurs d'onde en fait. Et là-dessus, sur la végétation, je sais pas quelle longueur d'onde c'est la bande B4, hein. Je sais pas laquelle c'est, mais c'est une longueur d'onde spéciale en fait qui va te permettre de voir, je crois que c'est l'azote des plantes. Et à partir de là, bah, en fait, tu peux identifier ta végétation. Parce que finalement, en fait, tes plantes, elles vont répondre à l'infrarouge d'une certaine manière. Ça va te permettre de voir certains types de plantes en fait qui vont réagir à certaines couches de lumière qui sont captées. Et ça te permet d'identifier finalement qu'est-ce que tu as comme culture. Ça, c'est l'objectif de faire ça, en regardant les différentes couches. Mais ça, c'est un expert métier qui peut te faire ça. Tu peux voir le niveau d'humidité du sol, typiquement pour faire de la détection de sécheresse ou autre, euh, etc. Et ça te permet vraiment de voir un petit peu ce que tu as au niveau du sol. La cyano, tu vois, justement, c'est un peu l'objectif, c'est de voir une grosse étendue, tu vois, une propagation, quelque chose qui va se propager, quoi. Ça veut dire que vous pouvez la capter qu'à partir d'un début de propagation. Donc ouais, c'est de voir un petit peu comment elle se propage. Tu vois, on voit que c'est une propagation qui est plutôt des bords pour aller vers finalement tout le milieu. Donc ça voudrait dire que ici, c'est une zone finalement qui est infectée, entre guillemets. Et ce côté infection, il vient de où? Il vient probablement en fait de ce qui se passe autour de ça, quoi. Donc après, l'idée, c'est de voir quelle activité a eu lieu ici. Est-ce que c'est plutôt une activité agricole? Est-ce que c'est une activité industrielle qui peut avoir causé ce problème-là? Est-ce que c'est juste le réchauffement climatique? Est-ce que c'est l'aéroport? Parce qu'en fait, tu as l'aéroport qui est juste là. Tu vois, c'est essayer d'identifier un certain nombre d'éléments qui te disent, bah, en fait, là, il s'est passé quelque chose. Rennes, c'est une région qui est très agricole, donc il y a potentiellement en fait pas mal d'engrais, de pesticides qui sont mis à proximité de ces zones d'eau et qui vont rentrer dans les nappes phréatiques, tu vois. Et l'idée, c'est, tu vas fouiller, tu regardes, et là, j'ai regardé sur un plan d'eau, mais on peut très bien faire le même exercice sur des rivières ou à d'autres endroits, quoi. Et tout ce travail se fait à partir de la solution Data Café. Ouais, mais ça fait partie intégrante de ce genre de truc où en fait, on part de la collecte de données, donc on va avoir des données d'images satellites, on va avoir des données qui sont tu vois, autour de la gestion de l'eau. Si tu prends Hubbo, Hubbo en fait c'est de l'open data qui est pour l'eau, et c'est voir si dans ces données-là, finalement, il y a des informations qui peuvent nous donner le taux de bactéries, des choses comme ça. Donc on va collecter ces différentes sources de données, on les agrège, et on est capable en fait de construire un nouveau service autour de ça qui va être sur la prédiction de développement de cyanobactéries en temps réel ou de la détection de cyanobactéries, tu vois, par image satellitaire ou d'autres solutions. D'accord. Et on aura trouvé les causes potentielles parce que on a vu que à cet endroit-là, la température du cours d'eau a augmenté. Sur tous les endroits où on a du développement de cyano, la température a augmenté, le niveau de machin truc a baissé. Bon, bah, c'est probablement lié à ça. Donc on a créé un nouveau service pour les collectivités. Et, euh, et du coup, en fait, c'est vachement intéressant parce que c'est un service qui peut être utile pour les communes, des trucs comme ça. En fait, les communes, elles aimeraient se prémunir en fait, de cette cyanobactérie, trouver des moyens de le gérer, être capable de, tu vois, de mettre potentiellement des barrages pour empêcher que la cyano se propage dans tout le lac, etc. Donc, tu as plein de stratégies, tu vois, qui sont à mettre en œuvre et qui sont compliquées à gérer pour l'instant, quoi. Qu'est-ce que ça engendre comme problématique, la propagation des cyanobactéries et leur traitement? Si tu tues la cyano, tu intoxiques l'eau. Donc, tu peux pas mettre de produit. C'est d'accord avec moi. Parce que sinon, tu tues la bactérie et elle devient toxique. Donc, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu la laisses ou est-ce que tu la tues? Sachant que l'eau est utilisée. Alors même si vous arrivez à prédire la propagation, vous n'avez pas de solution pour l'endiguer. Pour l'instant, tu n'as pas de solution. Par contre, si on est capable de prédire les conditions qui font qu'il y a une épidémie, là, tu as tout un intérêt à te dire, bah, en fait, je donne un exemple.
Imagine, tu as une activité agricole, tu as les mecs qui mettent plein de produits phytosanitaires, et en fait, quand tu mets plein de produits phytosanitaires à côté d'un cours d'eau, tu t'aperçois que le taux de bactéries augmente. Bah, c'est peut-être lié. Mm. Est-ce que tu as une activité industrielle? Est-ce que finalement c'est juste le changement climatique? On a de plus en plus de cyanobactéries. On a le changement climatique, ça se réchauffe. Est-ce que c'est lié à ça? Tu vas arriver à trouver les bons paramètres pour se dire, bah, il y a un problème qui vient de là. Pour endiguer ce problème de cyano, bah, en fait, il faut travailler sur tel aspect. Et si jamais on n'y arrive pas, bah, on est capable aussi de faire une identification de la cyano en amont, tu vois, avant de faire des analyses, des prélèvements qui ne sont pas faits tout le temps, parce que les prélèvements, ça va être fait que tous les mois ou tous les 2 mois, tu vois, dans des trucs comme ça. Là, en avance de phase, tu pourrais très bien imaginer avec des données satellitaires de faire de l'analyse, de la prédétection justement de la cyano et te dire, là, il va y avoir un problème, il faut qu'on agisse, qu'on aille faire des prélèvements. Ok, donc là, pour les cyanobactéries, vous travaillez sur des plans d'eau. Est-ce que ça serait possible de transposer cette recherche sur le domaine médical, par exemple? Oui, et alors ça se fait énormément justement, tu vois, sur la partie cancéreuse. Tu as beaucoup de travaux qui se font sur Montpellier où justement les gens vont vouloir faire de l'analyse de tumeurs de manière automatique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque chose de très très compliqué. Tu as plusieurs cancers qui sont problématiques. Tu as le cancer du sein qui est très compliqué à voir parce que au niveau radio, en fait, c'est vachement dur à identifier parce que tu as des tumeurs, tu peux avoir des kystes ou des choses comme ça. Et l'idée, c'est d'identifier ces grosseurs. Ça a une certaine forme, certains patterns, mais c'est souvent un humain qui va se dire oui, c'est un cancer. Et, euh, et c'est compliqué. Et du coup, quand tu entraînes des réseaux de neurones là-dessus, en fait, eux sont beaucoup plus pertinents parce qu'en fait, ils n'ont pas l'aspect émotionnel, si tu veux, Mm. d'annoncer la mauvaise nouvelle. Et du coup, c'est ultra efficace. Et tu vas être exactement sur le même pattern, c'est-à-dire que tu vas faire une mammographie à un temps T. À un temps T plus 2, tu vas refaire une mammographie et en fait, tu vas voir l'évolution et à partir de là, tu es capable de dire, bah oui, c'est un cancer. Le réseau, il va être capable d'identifier des patterns au niveau de la forme qui vont lui dire en fait oui, ça va être une tumeur. Quoi. C'est horrible, hein, mais c'est que le système automatique est plus efficace que l'humain. Parce que justement, tu as moins d'aspects, on va dire, Ouais, quand, ouais, quand je je parle vois. d'émotionnel, tu vois, en fait, l'humain, il va interpréter, tu vois, si c'est une tumeur, ça ressemble à ça les tumeurs, hein, comme la zone rouge ici. L'humain, il va se dire, bon, peut-être, je dirais 50%. Le système automatique, il va dire oui, c'est à 90% une tumeur. Parce que, et il ne saura pas l'expliquer, mais il saura l'avoir identifié, parce qu'en fait, il sera construit un réseau qui lui permettra de l'identifier très rapidement. L'humain, il va lui falloir plus d'itération là-dessus. Mm. C'est un petit peu comme les oiseaux, tu vois, nos ornithologues, ils vont être influencés par le contexte. Et ce contexte-là, en fait, le système automatique, si tu lui donnes pas, il l'aura pas. Et donc, il sera pas capable de faire la différence. Et du coup, si tu lui apprends quelque chose, il va être ultra plus pertinent que l'humain parce qu'il n'y aura pas eu ce contexte-là qui soit émotionnel, qui soit divers et varié. Le contexte, ça va être la localisation. Si tu es sur le Larzac, tu vas t'attendre à avoir certains types de réseaux, là où quand tu es en Lozère, ce sera de certains autres types de réseaux. Le système automatique, lui, s'il ne connaît pas la localisation, pour lui, ça va être pareil. Quoi. Alors que l'humain, il va dire ah non, mais ça, c'est un vautour et ça, c'est un machin. Il aura plus de chances de se tromper à cause de ça. Je donne l'exemple que j'aime bien, c'est celui sur lequel je travaillais avant chez Naturalpad, donc c'est une société que j'avais créée. Quand tu as des gens qui font un AVC, ils vont être à moitié paralysés. Et si tu veux, pour faire de l'analyse justement sur l'évolution de la paralysie, en fait, tu as un appareil qui s'appelle un goniomètre que tu vas mettre sur le bras, généralement c'est le bras gauche, et tu vas mesurer en fait l'angle de mouvement du patient. Et tu as deux enjeux qui rentrent à ce moment-là, qui sont très compliqués à gérer pour le médecin, parce qu'en fait, là, c'est purement de l'émotion humaine. Hein. C'est de l'émotion, comment annoncer la mauvaise nouvelle au patient. Quoi. Et souvent, ils vont mentir. Mais ils vont se mentir à eux-mêmes aussi. Tu as un double mensonge. C'est-à-dire que quand ils vont faire la mesure, ils vont voir que finalement, ça s'est un petit peu amélioré par rapport à la semaine dernière. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 41 degrés, il a l'impression que c'est 42 degrés. Donc c'est vachement mieux, tu vois. Pour le patient, il va lui dire super, vous êtes amélioré, machin. Mais en fait, dans la réalité, souvent, c'est pas le cas. C'est juste que lui-même, il s'auto-convainc sans faire exprès que oui, ça s'est amélioré. Parce que c'est un humain. Et qu'il a besoin de transmettre une bonne information au patient. Je comprends que l'émotion, ça peut être un biais pour le médecin, mais est-ce que c'est pas un peu dangereux de faire totalement confiance à l'intelligence artificielle? Quand tu as construit un système, tu vois, sur la détection de cancer, jamais tu vas donner ça au patient. Tu as une interprétation humaine après qui va être nécessaire. C'est-à-dire que
Le médecin, il se serait peut-être trompé sur le diagnostic, mais c'est lui qui doit dire à la fin qu'est-ce qu'on fait. Mmh. Et c'est lui qui doit informer et savoir comment l'informer. Mmh. Tu vois. OK. Si jamais tu dis ça à ton patient en disant bon, bah, ta tumeur, là ça craint, là c'est mort, tu vas créer un niveau de stress qui est juste pas possible. Alors que si c'est le médecin qui dit bon, on voit l'évolution, on voit l'âge du patient, les conditions de santé du patient, on peut encore le gérer, on va juste l'informer de manière, on va dire, voilà, où, tu vois, tu adaptes ton discours. Mmh. C'est vraiment sur la partie analyse, et après, tu as toute la partie humaine où justement, là, ça rentre en jeu, c'est le boulot après du médecin d'annoncer la mauvaise nouvelle, et après, tu as tout un cheminement pour bien l'annoncer, qui n'est pas le plus simple. C'est pas le système automatique, jamais le système automatique en fait va prendre la décision de faire l'opération et il va préconiser de faire une opération, et c'est tout ce qu'il peut faire. T'en as qui veulent aller vers là, hein, clairement, mais c'est beaucoup trop dangereux parce que tu as quand même une responsabilité. Demain, tu opères un patient et en fait, effectivement, il n'avait pas un cancer. Au pire, tu le tues. Parce que l'IA t'a dit qu'il fallait opérer. Tu le responsabilises qui? Le mec qui a piloté le robot, l'IA, le fabricant de l'IA, le médecin qui a approuvé ça. En fait, c'est vachement compliqué. Et du coup, tu es obligé de laisser en fait le choix à un humain. C'est cet humain-là qui devra porter cette responsabilité-là. Parce qu'il a été aidé par le système, et c'est juste ça. Et après, tu as toute une question de se dire, finalement, l'IA, elle va aider l'humain, certes, mais par contre, elle va lui créer un biais. Parce que du coup, l'homme va faire plus confiance à ce système-là, mais des fois, il va pas se poser les bonnes questions. On va tomber sur un truc que le système n'a jamais vu, et du coup, il va mal interpréter ça. C'est un autre problème, c'est comment finalement ne pas influencer l'analyse de l'humain grâce à une IA. Le plus gros risque à ces outils-là, en fait, c'est que le médecin, typiquement, il se pose plus la question et qu'il va faire confiance à 100% à l'IA. Ça, c'est le pire, en fait. Parce que finalement, s'il fait 100% confiance à l'IA, l'humain ne sert plus à rien. Et c'est l'IA qui prend la décision, c'est juste que l'IA a réussi à convaincre l'humain. Et ça, c'est le genre de truc qu'il faut absolument éviter. C'est-à-dire que c'est juste un outil de recommandation, d'aide à la décision. C'est pas un outil de décision. L'humain, c'est la décision. Et c'est ça qui est ultra important, justement, et sur l'IA, il ne faut pas aller vers la dérive d'avoir de la décision qui est prise par un système intelligent.